Paris, un matin d'hiver. Les façades grises se reflètent dans la Seine, et sur un écran géant, le visage massif de Gérard Depardieu réapparaît, immortel. Le monstre sacré du cinéma français, celui qui a donné une voix au peuple, une âme à Cyrano et des larmes à toute une génération. Aujourd'hui, il n'est plus seulement un acteur, il est un héritage, une légende, une blessure ouverte. Sa fortune, estimée à plus de 200 millions d'euros, s'étend de Paris à la Belgique, de la vallée de la Loire, jusqu'à ses vignobles en Russie. Mais derrière cette richesse démesurée, il reste un homme tourmenté, un géant façonné par la lumière du cinéma et dévoré par ses propres ombres. Car l'histoire de Depardieu n'est pas celle d'un millionnaire, mais celle d'un exilé, d'un Français qui aimait trop la liberté pour rentrer dans un cadre, trop la vie pour la mesurer en impôts. Alors, la France s'interroge. Comment un homme qui l'a tant incarné a-t-il fini par la quitter? Pourquoi ce patrimoine, ces biens, ces films, font-ils encore trembler le pays qu'il a vu naître? Pour comprendre les larmes derrière la légende, il faut retourner là où tout a commencé. Dans la poussière d'un petit village du Berry, où un enfant pieds nus rêvait d'un monde plus grand que lui. Châteauroux, 1948. Dans une maison modeste où l'odeur du charbon se mêlait à celle du pain rassis, un garçon naquit d'un père ouvrier et d'une mère domestique. Gérard, troisième d'une fratrie nombreuse, grandit au milieu du bruit des bouteilles vides et du silence des fins de mois. Son père, René, buvait pour oublier la misère. Sa mère, Lilette, priait pour que ses enfants échappent à ce destin. L'enfant, lui, fuyait. Fuyait l'école, fuyait la maison, fuyait la honte. Il errait dans les champs du Berry, pieds nus, le visage contre le vent, avec ce sentiment de n'appartenir à personne. Ses amis étaient des marginaux, des bohémiens, des clowns de passage. De là naquit son goût pour la liberté brute, celle qui n'a ni règles ni costume. Un jour, il trouva dans une brocante une paire de vieilles chaussures en cuir. Elles étaient trop grandes, mais il les garda comme un talisman. Ces chaussures devinrent le symbole de son destin. Toujours un pas trop grand pour le monde dans lequel il vivait. À 15 ans, il quitta Châteauroux sans se retourner, un sac sur le dos, quelques pièces en poche. Dans le train pour Paris, il regardait défiler les campagnes et murmurait « Je reviendrai, mais pas le même ». Ce jour-là, un rêve naquit, fragile, insolent, indomptable. C'est dans ce silence, entre la pauvreté et la révolte, qu'un mythe commença à se former. Un mythe qui allait bientôt bouleverser le cinéma français. À Paris, la ville l'accueillit sans tendresse. Gérard dormit d'abord sur des bancs, survécut de petits boulots, apprit à lire les visages avant les textes. Sa force, c'était son instinct, cette brutalité tendre qui le rendait à la fois inquiétant et fascinant. Un soir, un ami l'emmena au Théâtre national populaire. Il y entra en voleur, mais en ressortit comédien. Sur scène, il découvrit un langage qu'il ne soupçonnait pas, celui du corps, du souffle, du silence. Il prit des cours d'art dramatique, malhabiles mais habités. Il n'avait pas la beauté classique, ni la diction des acteurs de la comédie française. Il avait mieux, la vérité. Cette vérité rugueuse que seuls connaissent ceux qui ont eu faim. Les débuts furent chaotiques. Les metteurs en scène le trouvaient indiscipliné, imprévisible. Mais un réalisateur osa, Bertrand Blier. En 1974, Les Valseuses explosa comme une bombe dans le cinéma français. Depardieu y incarnait la jeunesse perdue, insolente, sensuelle, un miroir de la France post-68. Le film fit scandale, mais révéla un comédien d'une intensité animale. Dès lors, tout s'accéléra. Il tourna avec Truffaut, Piala, Duras, Blier encore. Chaque rôle semblait une métamorphose, du voyou au poète, de l'amant à l'homme brisé. Et derrière cette ascension, il portait toujours les mêmes chaussures trop grandes, symbole discret d'un passé qu'il n'a jamais renié. Le gamin de Châteauroux était devenu le visage du cinéma français. Mais il ignorait encore que la lumière qu'il poursuivait allait un jour l'aveugler. Les années 80 et 90 furent même son royaume. Gérard Depardieu tournait sans répit, passant d'un plateau à l'autre comme un roi impatient de conquérir le monde. Jean de Florette, Cyrano de Bergerac, Le Dernier Métro, Green Card,
Chaque film ajoutait une pierre à sa légende. Son visage, à la fois rude et tendre, devint le symbole d'une France à la fois populaire et poétique. Les récompenses pleuvaient. 2 Césars, un Golden Globe, une nomination aux Oscars. Il n'était plus seulement un acteur, il était la France elle-même. Son accent, ses excès, sa passion. Mais derrière les projecteurs, la solitude grandissait. L'homme que tout le monde connaissait n'appartenait plus à personne. Il y eut les tournées interminables, les interviews sans fin, les nuits noyées dans le vin. Le vin de ses terres, celui qu'il cultivait comme on cultive un souvenir. L'alcool devint refuge, puis prison. Sa voix, autrefois claire et profonde, se fit plus rauque, plus fatiguée. « Je ne joue pas, je me consume », confia-t-il un soir à un journaliste. Les controverses s'accumulèrent. Sa colère contre la fiscalité française, son exil en Belgique, puis son amitié avec Vladimir Poutine choquèrent un pays tout entier. Le héros national devint un fugitif moral. La France, partagée entre fierté et trahison, ne savait plus s'il fallait l'aimer ou le juger. Et pendant que les caméras cherchèrent ses scandales, lui continuait à chercher la beauté, dans les vignes, sur scène, dans un silence que plus personne ne comprenait. Les applaudissements devenaient plus longs, mais les nuits, elles, plus vides. Sous la lumière des projecteurs, Gérard Depardieu se découvrait seul, immensément seul. Le temps, ce vieux complice du cinéma, finit par rattraper le géant. Les excès de vin, les colères publiques, les blessures du corps et de l'âme laissèrent des traces profondes. Ses genoux fatigués, son souffle court, ses mots parfois vacillants, tout semblait annoncer qu'un homme, sous le masque du mythe, commençait à se fissurer. Les années 2000 furent celles des scandales, des plaintes, des accusations, des titres de journaux où son nom résonnait plus fort que ses rôles. Mais Gérard Depardieu ne s'excusait jamais. Il répondait par le silence, par un regard lourd, par ce mélange de défi et de tristesse qu'il avait toujours défini. Il disait « Je ne suis pas un modèle, je suis un homme qui tombe et qui se relève ». Dans ses vignes de la Loire, il marchait lentement, un verre à la main, contemplant la terre comme on contemple un miroir. Là, il semblait retrouver un peu de paix, cette paix qu'il n'avait jamais su apprivoiser sur les plateaux. Les visiteurs le décrivaient comme un colosse fatigué, mais encore habité par la même flamme, ce feu sacré qui refusait de mourir. Les caméras, elles, continuaient de le suivre. Mais ce qu'elles filmaient n'était plus un acteur, ni un héros. C'était une légende en train de se détacher du monde. L'ombre de Depardieu s'allongeait sur la France comme celle d'un monument au crépuscule. Et pourtant, dans cette lente descente, quelque chose d'étrange se produisait. Du naufrage naissait une forme d'éternité. Une vérité nue, sans maquillage, où l'homme et le mythe se confondaient enfin. Quand Gérard Depardieu s'éteindra un jour, car même les géants doivent tomber, la France entière saura que ce qu'il laisse dépasse l'or, les hectares et les titres. Pourtant, son empire matériel est à l'image de son existence, excessif, démesuré, indomptable. Sa fortune, estimée à plus de 200 millions d'euros, s'étend sur plusieurs continents. À Paris, un hôtel particulier imprégné d'odeurs de vin rouge et de papier jauni. En Anjou, des vignes qu'il cultive de ses propres mains. En Belgique, des propriétés où il trouva refuge après sa rupture avec l'État. Et en Russie, un appartement tapissé d'icônes orthodoxes, symbole d'un exil spirituel. Mais son héritage ne se compte pas seulement en euros. Il aurait souhaité que ses biens soient partagés entre ses enfants et une fondation pour soutenir le cinéma indépendant. « Je veux rendre à la vie ce qu'elle m'a arraché », aurait-il confié à un ami. Cette annonce fit l'effet d'un séisme. Certains crièrent à l'hypocrisie, d'autres virent en lui un homme revenu à l'essentiel. Car même dans la mort, Depardieu continuerait de troubler les consciences. Et peut-être est-ce cela, son plus grand legs, une fortune qui ne s'évalue pas en chiffres, mais dans la mémoire collective, dans chaque regard bouleversé devant ses films. La France pleurera peut-être, mais pas pour sa richesse. Elle pleurera pour les années qu'il lui aura volées, et donné tout à la fois. Avec le temps, l'ombre de Depardieu s'est transformée en lumière. Son empreinte dépasse les frontières du cinéma.
Dans les écoles d'art dramatique, on étudie ses gestes, ses silences, cette manière de faire vivre une phrase comme un souffle humain. Ces rôles continuent d'habiter la mémoire collective. Cyrano, le poète blessé, Jean de Florette, l'homme trahi, Danton, le révolutionnaire déchiré. Chacun d'eux révèle une facette de l'homme derrière le comédien. Les jeunes acteurs évoquent encore son influence. Il nous a appris que jouer, c'est vivre sans filet. Et au-delà des frontières, on le nomme le dernier ogre romantique. Ses manuscrits, ses chaussures usées, ses vers à vin fêlés reposent aujourd'hui dans des musées comme des reliques d'un art disparu. Car Depardieu, c'était cela, la démesure sincère, l'humanité brute. Et lorsque la France revoit ses films, elle n'y voit plus le scandale ni les excès, mais son propre reflet, celui d'une nation fière, libre, indomptée. Un soir d'hiver, à Paris, la pluie tombe doucement sur les pavés du Pont-Neuf. Une affiche de Cyrano de Bergerac se décolle d'un mur comme une dernière révérence. Dans le vent, on croit entendre sa voix grave murmurer « C'est dans la démesure que je me sens vivant ». Aujourd'hui, la France ne peut ni le juger, ni l'oublier. Elle le garde en elle comme une cicatrice, douloureuse, mais impossible à effacer. Car Depardieu n'a jamais voulu être un modèle, il a été un miroir, celui de nos contradictions et de notre humanité. Son héritage n'est pas fait d'or ni de pierre, mais de vérité brute. Dans chaque plan de ses films, il y a un battement de cœur, une rage de vivre, une prière pour la liberté. Et peut-être est-ce cela, le plus grand cadeau qu'il ait laissé à la France. Lui rappeler qu'aimer la vie, c'est aussi la défier. Ce soir encore, quelque part, un projecteur s'allume. Son visage apparaît, monumental, vivant. Il nous regarde et semble dire « Tant que vous me regarderez, je ne mourrai pas ». Si son histoire vous a touché, laissez un mot, une pensée, un hommage, silencieux. Parce que certaines voix, comme la sienne, ne s'éteignent jamais. Elles deviennent le souffle même du cinéma.